La ville de Sacramento, en Californie, est connue pour ses étés étouffants et ses hivers brefs. Mais en novembre 1988, la chaleur semblait encore plus accablante que d'habitude. Il faisait si lourd que la plupart des habitants gardaient les fenêtres closes, les climatiseurs tournant à plein régime. Pourtant, pour certains résidents, la situation allait bien au-delà de l'inconfort. Des voisins d'une maison de pension se plaignaient d'une odeur insoutenable qui émanait de la cour de la propriété d'une femme nommée Dorothea Puente. Le relent était si répugnant que beaucoup préféraient ne pas allumer la climatisation, de peur d'aspirer cet air contaminé à l'intérieur. Plusieurs personnes avaient tenté d'en parler à Dorothea, qui répondait avec le sourire que cela venait probablement des égouts. Parfois, elle accusait des rats morts sous le plancher. D'autres fois, elle affirmait que l'odeur provenait d'un engrais à base de poison qu'elle utilisait dans son jardin. Les voisins la voyaient souvent répandre de la chaux dans la cour ou verser de la javel dans l'espoir de masquer l'odeur. Pendant ce temps, les pensionnaires vivaient dans un climat de plus en plus pesant. Ils sortaient rarement, mais remarquaient que Dorothea plaçait des diffuseurs parfumés au citron un peu partout dans la maison, surtout dans le salon. Malgré cela, l'odeur revenait, oppressante comme si elle s'était incrustée dans les murs. Peu de gens auraient imaginé que derrière ce visage aimable et ses manières bienveillantes, se cachait quelque chose de bien plus sombre. Ce qui envahissait l'air provenait en réalité d'actes que Dorothea préférait garder enfouis. Permettez-moi de me présenter. Je suis Mac Kripsta et bienvenue dans un autre épisode effrayant d'Ossements perdus. Avant d'entrer dans le cœur de cette affaire, il est essentiel de comprendre qu'il s'agit ici d'une histoire d'apparence. À cette époque, Dorothea Puente tenait à projeter l'image d'une vieille dame respectable à Sacramento. Une femme qui faisait des dons à des œuvres de charité et côtoyait quelques politiciens locaux. Mais la disparition soudaine de certains de ses locataires allait conduire les autorités jusqu'à sa porte, révélant ce qui se cachait réellement derrière la façade paisible de cette pension. Le 11 novembre 1988 au matin, l'inspecteur John Cabrera de la police de Sacramento avait été dépêché pour enquêter sur une pension aux murs clairs, située dans une rue tranquille de la ville. Autrefois un quartier prisé par la bourgeoisie californienne, ce secteur avait perdu de son éclat. Les vieilles maisons y étaient souvent désertées ou délabrées. Certaines encore occupées servaient de pension comme celle que Cabrera s'apprêtait à inspecter. Il cherchait Alvaro Montoya, un homme atteint de déficience mentale, signalé disparu par son assistante sociale qui soupçonnait directement la responsable des lieux, Dorothea Helen Puente. En arrivant, les policiers avaient remarqué une haute clôture noire entourant la propriété. Quelques décorations de Noël et des rideaux en dentelle aux fenêtres donnaient au lieu un certain charme, comme si chaque détail avait été soigneusement pensé. Mais Cabrera se méfiait des apparences. Dorothea leur avait ouvert avec son sourire habituel, et lorsqu'il avait demandé la permission de fouiller la maison et le jardin, elle avait accepté sans objection. À l'intérieur, l'atmosphère était typique d'un lieu ancien. Des poupées en porcelaine, des napperons brodés et des bibelots en tout genre. L'ambiance paraissait paisible, presque figée dans le temps. Après avoir inspecté les pièces, Cabrera et ses collègues s'étaient dirigés vers l'arrière-cour. Dans le jardin, la terre semblait fraîchement retournée. Certains agents étaient allés chercher des pelles, tandis que Cabrera avait commencé à creuser. Très vite, sa pelle avait heurté des morceaux de tissu et une matière ressemblant à de la viande séchée. En insistant, il avait senti une résistance. Croyant à une racine, il était descendu pour la dégager. Mais ce qu'il avait trouvé, c'était un os humain. L'annonce avait semé le trouble. Dorothea était sortie l'air choqué et les mains sur le visage. Mais pour Cabrera, sa réaction semblait trop bien jouée pour être sincère. En poursuivant l'excavation, l'équipe avait découvert un pied encore chaussé. Il ne faisait plus de doute. Il s'agissait bien d'un cadavre. Cabrera avait aussitôt contacté la centrale. La décision avait été prise d'arrêter les fouilles pour reprendre le lendemain avec du matériel adapté. La pension avait été placée sous surveillance. Dorothea, bien que toujours libre de ses mouvements, était restée à l'intérieur. Le lendemain matin, une équipe d'anthropologues judiciaires était arrivée, accompagnée du médecin légiste et de la technicienne du comté, équipée d'engins lourds. Comme les fouilles avaient déjà commencé, le reste du corps avait été rapidement trouvé. Il semblait appartenir à une femme âgée, quelques mèches blanches étant encore visibles. Autour, la tension montait. Des journalistes du Los Angeles Times et d'autres médias encerclaient la maison. Des voisins, des adolescents, grimpaient aux arbres pour observer de loin ce qui se déroulait dans ce jardin devenu scène de crime. La présence policière avait déjà attiré l'attention dans le quartier. Mais dès la découverte du premier corps, l'ambiance était devenue d'autant plus lourde.
La foule jusque-là agitée s'était figée dans un silence pesant. Dorothea Puente, une femme d'une 60aine d'années, était alors au centre de tous les regards. Même si elle se trouvait toujours dans la pension, les journalistes la désignaient déjà comme principale suspecte. Les enquêteurs, eux, n'avaient pas encore la preuve directe la reliant au reste découvert. Le lendemain, Dorothea avait demandé au détective John Cabrera la permission d'aller prendre un café à l'hôtel Clarion situé à quelques pas. Elle portait un manteau rouge vif, des chaussures violettes et tenait un parapluie rose. Cabrera, sans méfiance, avait accepté. Mais au lieu d'entrer dans l'hôtel, Dorothea s'était dirigée vers une station de taxi et avait quitté les lieux. Les enquêteurs avaient plus tard appris qu'elle s'était arrêtée dans un bar qu'elle fréquentait souvent. Elle avait bu quelques verres, puis était partie à Stockton. De là, elle avait pris un bus pour Los Angeles, un trajet de près de 6 heures. Elle transportait $3 000 en liquide et semblait bien décidée à disparaître. Pendant ce temps, les fouilles avançaient. 3 corps supplémentaires avaient été retrouvés sous une dalle de béton et un 5e sous une petite terrasse sur le côté du jardin. Ces découvertes renforçaient la conviction de Cabrera, tout en soulevant une question troublante. Pourquoi tous ces morts? Cependant, une urgence s'est imposée. 4 heures après son départ, Dorothea n'était toujours pas revenue. Une équipe avait été envoyée à l'hôtel, mais elle n'y avait jamais mis les pieds. Dorothea était déjà loin. Sa fuite soudaine avait déclenché une véritable chasse à l'homme. Désormais, il ne s'agissait plus seulement d'identifier les corps, mais aussi de retrouver celle qui peut-être savait exactement ce qui s'était passé dans le jardin. Pendant que Dorothea Puente restait introuvable, les fouilles dans la pension s'étaient poursuivies. Au total, 7 corps furent trouvés, tous identifiés comme d'anciens pensionnaires. La première victime, selon la chronologie, était Betty May Palmer, 78 ans. Elle était arrivée à la pension le 14 octobre 1986. Peu après sa disparition, Dorothea avait falsifié une pièce d'identité avec sa photo. 2 mois plus tard, l'adresse de réception de ses chèques de retraite avait été modifiée pour celle de la pension. Elle avait imité sa signature et encaissé un chèque de $7 000. Le corps de Betty avait été découvert sous une statue de Saint François d'Assise, près d'un trottoir. Elle portait une chemise de nuit blanche. Bien que l'identification formelle soit venue plus tard, les premiers éléments la reliaient déjà à la victime. L'autopsie avait révélé la présence de sédatifs qu'elle prenait auparavant. La suivante était Leona Carpenter, elle aussi âgée de 78 ans. Arrivée en décembre 1986 après une hospitalisation, elle restait souvent alitée sur un canapé. Elle avait disparu en février 1987. C'est son corps que Cabrera avait découvert en premier. Puis, venait James Gallop, 62 ans. Rescapé d'une opération au cerveau et d'une crise cardiaque, il s'était installé à la pension en février 1987. Peu de temps après, Dorothea avait dit au médecin qu'il était parti s'installer à Los Angeles. Il n'avait jamais été revu. Son corps fut retrouvé sous un petit kiosque dans la cour. À mesure que les découvertes s'enchaînaient, un schéma glaçant se dessinait. Chaque nouvelle pièce du puzzle renforçait l'idée d'une manipulation délibérée. Mais ça laissait aussi entrevoir que d'autres secrets pouvaient encore dormir sous terre. Le 2 octobre 1987, Vera Faye Martin, 61 ans, était partie vivre dans la pension de Dorothea. Elle gardait un contact régulier avec sa fille, jusqu'au jour où plus aucun appel ne vint. Sa disparition avait éveillé des soupçons, mais ce n'est qu'1 an plus tard que la vérité avait éclaté. Son corps avait été découvert dans un abri métallique, tout au fond du jardin. Elle portait encore sa montre qui fonctionnait toujours. Des analyses avaient révélé du flurazépam, un sédatif léger contre l'insomnie. Fin octobre 1987, Dorothy Miller, 65 ans et d'origine amérindienne, avait intégré la pension. Son assistante sociale l'avait vue pour la dernière fois fumant sur le perron. Dorothy souffrait d'alcoolisme et récitait souvent des poèmes tristes sur l'amour. Quelques semaines plus tard, un nettoyeur de moquette avait été appelé pour une tache sombre et malodorante dans sa chambre. Après sa disparition, Dorothea avait commencé à encaisser ses aides sociales, pour un total de plus de $11 000. Ses restes furent retrouvés sous une dalle de béton près des rosiers. Ses bras étaient fixés à son corps avec du ruban adhésif. Les analyses avaient détecté du flurazépam et de la carbamazépine, un médicament contre l'anxiété. L'avant-dernier corps identifié était celui de Benjamin Fink, 55 ans. Arrivé en mars 1988, il recevait régulièrement la visite de son frère en raison de sa santé fragile. En avril, on avait informé ce dernier que Benjamin était parti. Personne ne s'était vraiment inquiété. Pourtant,
un autre pensionnaire avait signalé une forte odeur dans sa chambre. Dorothea avait simplement dit que cela venait des canalisations. Chaque découverte ne faisait qu'épaissir le mystère. Derrière des détails apparemment sans importance, se cachait un engrenage bien plus sombre qu'on aurait pu l'imaginer. Peu après, on découvrit que Dorothea avait commandé 12 sacs de ciment. En juin 1988, un trou avait été creusé près de l'entrée de l'abri métallique, juste à l'arrière de la pension. C'est là que le corps de Benjamin Fink fut trouvé, enveloppé dans du plastique, attaché avec du ruban adhésif et recouvert d'une serviette bleue. Un résident se souvenait que la dernière fois qu'il avait vu Benjamin, Dorothea lui avait dit qu'elle l'avait conduit dans sa chambre pour qu'il puisse mieux dormir. La dernière victime identifiée fut Alvaro Montoya, 51 ans. Il était diagnostiqué schizophrène. À son arrivée en février 1988, il parlait souvent seul. Il appelait même Dorothea maman. Un mois plus tard, elle avait entamé une démarche pour devenir sa bénéficiaire légale. En août, un homme avait été vu en train de vider ses affaires. Même si Alvaro était encore présent, cela avait semblé suspect. Peu après, il disparut. Dorothea déclara qu'il était parti au Mexique pour voir sa famille. L'histoire n'avait pas convaincu l'assistante sociale qui lança une vérification. C'est alors que le nom de Donald Anthony refit surface. Un ancien détenu qui, selon l'enquête, avait appelé les services sociaux en se faisant passer pour le beau-frère d'Alvaro. L'agente, qui était méfiante, avertit Dorothea qu'elle contacterait la police. Quelques jours plus tard, elle reçut une lettre prétendument signée par ce beau-frère. Tout cela emballé dans une feuille d'essuie-tout. Un détail troublant. La lettre fut transmise aux autorités qui soupçonnèrent une tentative d'éviter toute empreinte digitale. Une enquête formelle fut alors ouverte. Le corps d'Alvaro fut retrouvé enterré sous un jeune abricotier, récemment planté dans le jardin latéral. Toutes ces pièces du puzzle, apparues peu à peu, donnaient au jardin de la pension un tout autre visage. Dorothea avait pour habitude de louer le rez-de-chaussée de sa maison à des personnes âgées ou en difficulté, souvent malades ou dépendantes de l'alcool. Lors de la perquisition de sa chambre, la police y trouva des parfums de luxe et des robes en mousseline. Des objets bien éloignés du train de vie d'une simple retraitée. Alors qu'elle restait en cavale, l'enquête progressait. Une note attira l'attention. Elle contenait les initiales de plusieurs victimes suivies des montants qu'elle aurait perçus. Les enquêteurs estimèrent qu'elle recevait près de 5 000 € par mois grâce aux prestations de ses locataires décédés. Les survivants décrivaient un environnement rigide. Le loyer s'élevait à 350 $ par mois, avec une chambre et 2 repas par jour. Mais quiconque manquait un horaire perdait son repas. L'usage du téléphone était interdit, tout comme l'accès au courrier personnel. L'alcool était strictement proscrit. Les policiers s'étaient aussi penchés sur ses habitudes. Dorothea fréquentait souvent des bars du quartier, surtout le Harry's Lounge. Là, elle abordait des personnes âgées isolées, elle leur offrait à boire et posait des questions sur leurs revenus. Lorsqu'un profil l'intéressait, elle leur proposait de venir habiter chez elle. L'un d'eux, John Terry, 67 ans, avait échappé à ce piège. Il se souvenait qu'au bar, elle lui avait posé des questions très précises sur ses finances. Plus tard, elle l'avait même appelé à plusieurs reprises pour l'inviter à emménager. Par chance, il avait toujours décliné. Ces témoignages venaient compléter le portrait d'une femme aux manières polies, mais aux intentions bien plus sinistres. John Sharp, un ancien pensionnaire et cuisinier à la retraite, décrivait Dorothea comme presque angélique. Elle nourrissait les chats errants, distribuait des vêtements et des cigarettes aux résidents, et elle se montrait toujours disponible. Grâce à ses gestes, elle bénéficiait d'une bonne réputation, surtout auprès des hommes âgés et de certains élus locaux. À Noël, elle offrait de la viande à ses voisins, un geste qui, avec du recul, avait éveillé des soupçons sur son origine. Mais aucune preuve n'avait été trouvée, et il s'agissait probablement de viande classique. Un autre témoin, Patty Casey, un chauffeur de taxi de 54 ans, affirmait qu'elle était une amie proche. Il l'avait souvent conduite acheter du ciment, des plantes, de l'engrais, ou la déposer dans des bars de Sacramento. C'est lui qui permit aux enquêteurs de découvrir que Dorothea mentait sur son âge. Elle prétendait avoir 60 ans, alors qu'elle en avait déjà plus de 70. On la soupçonnait d'avoir utilisé une partie de l'argent des pensionnaires pour financer des opérations de chirurgie esthétique. Patty la décrivait comme vive, sociable, mais il se souvenait aussi d'un jour où une forte odeur émanait de la maison. Lorsqu'il l'avait fait remarquer, elle avait parlé de rats morts sous le plancher. Tandis qu'elle restait en fuite, les enquêteurs décidèrent d'approfondir leur travail sur sa vie. Une plongée qui révélerait des aspects bien plus sombres de son passé.
Dès le début, la police de Sacramento avait tenté d'établir un profil clair de Dorothea Puente. En interrogeant anciens locataires et proches, ils identifièrent un schéma. Avant chaque disparition, elle disait que le pensionnaire se sentait mal, puis elle affirmait qu'il allait mieux et l'emmenait à l'étage là où elle vivait. Elle avait toujours une explication toute faite. Certains résidents avaient remarqué qu'elle ne supportait pas les remarques. Un jour, après qu'un locataire ait suggéré quelques changements, elle avait mis ses affaires dehors sans discussion. Un autre avait préféré fuir discrètement par crainte de ses réactions. Ce qui frappa le plus ses enquêteurs fut la découverte d'une face cachée derrière l'image bienveillante de la vieille femme. Si la police se montrait prudente sur les détails, la presse d'investigation révéla peu à peu la véritable identité de Dorothea. Selon les archives, elle avait grandi à Redlands en Californie. Sa mère, Trudy May, affirmait avoir eu 18 enfants, mais Dorothea était en réalité la 6e. Son père, Jesse James Gray, était alcoolique, et en crise, il menaçait parfois de se suicider devant ses enfants. Il était mort de la tuberculose quand elle avait 8 ans. L'année suivante, sa mère avait trouvé la mort dans un accident de moto. Les enfants avaient alors été placés dans un orphelinat. Plus tard, Dorothea affirma avoir subi des abus durant cette période. Elle avait ensuite été transférée dans plusieurs familles d'accueil. Cette enfance instable marquée par le silence allait façonner toute la suite de sa vie. Ces éléments permettaient de comprendre pourquoi l'image publique qu'elle cultivait contrastait tant avec la réalité. Un passé douloureux que peu de gens connaissaient vraiment. Les registres avaient révélé qu'à l'âge de 13 ans, Dorothea vivait avec une famille à Napa en Californie. À 16 ans, ses dossiers scolaires la situaient à Los Angeles. Moins d'un an plus tard, elle avait été transférée à Olympia, dans l'État de Washington. L'été 1945 à Olympia, elle se faisait appeler Chérie. Elle travaillait dans un snack à milkshake et partageait une chambre de motel avec une amie. Pour compléter leurs revenus, elle faisait des petits boulots souvent en soirée. Toujours à 16 ans, elle avait rencontré Fred McFall, un soldat de 22 ans rentré des Philippines après la guerre. Fred raconta plus tard que Dorothea savait qu'elle plaisait et qu'elle en jouait. Peu après leur rencontre, ils s'étaient mariés à Reno dans le Nevada. Fait étonnant, durant la cérémonie, elle déclara avoir 30 ans et utilisa le nom de Sherial Eriskil. Ces fausses informations furent enregistrées telles quelles. Pour Fred, ce fut le premier indice de son goût pour le mensonge. Puis, elle s'était mise à dépenser sans compter et à inventer toutes sortes d'histoires sur son passé. Certains proches racontaient qu'elle prétendait avoir survécu à Hiroshima, participé à la marche de la mort de Bataan, ou encore être la sœur d'un ambassadeur suédois et l'amie de Rita Hayworth. Des récits grandioses rarement remis en cause. Entre 1946 et 1948, Dorothea et Fred avaient vécu à Gardnerville au Nevada et ils avaient eu 2 filles. Peu après la naissance de la seconde, elle était partie à Los Angeles. Dorothea était retombée enceinte, mais elle avait choisi de ne pas garder l'enfant. Une de ses filles fut confiée à la grand-mère paternelle. L'autre fut adoptée. Ses premières années montraient déjà un schéma qui allait définir sa vie. Des identités multiples, des versions contradictoires et une réalité sans cesse maquillée. En 1848, Dorothea avait été arrêtée pour avoir utilisé les chèques volés d'une connaissance, afin d'acheter vêtements et accessoires. Elle avait plaidé coupable et écopé de 4 mois de prison. Pendant son incarcération, Fred l'avait quittée. À sa sortie, elle avait été placée sous surveillance pour 3 ans, mais elle avait quitté la ville sans autorisation. En 1952, elle avait épousé Axel Johansson, marin dans la marine marchande. Leur relation était chaotique. Dorothea utilisait désormais le nom de Thea Singuela Neyarda et se disait d'origine égyptienne et israélienne. En l'absence d'Axel, elle recevait des hommes à leur domicile et dépensait son argent sans compter. En 1960, elle avait de nouveau été arrêtée, cette fois pour avoir dirigé un cabinet comptable servant de façade à des activités illégales. Malgré ses dénégations, elle fut condamnée à 90 jours de prison dans le comté de Sacramento. À sa sortie, une fête très arrosée avait poussé Axel à la faire interner à l'hôpital d'État d'Hewitt. Les médecins lui avaient diagnostiqué un comportement instable et une tendance compulsive au mensonge. Le couple est resté marié encore 5 ans avant de divorcer en 1966. Après la séparation, elle adopta le nom de Sharon Johansson, reprenant celui de son ex-mari pour brouiller les pistes. Sous cette nouvelle identité, elle se présentait comme chrétienne et aide-soignante et s'engageait dans des actions sociales auprès de femmes vulnérables. En 1968, elle créa un foyer de réinsertion pour alcooliques qu'elle appela les Samaritains. Cette même année, à 39 ans, elle épousa Robert José Puente, un homme de 21 ans.
Mais leur mariage fut bref et l'association s'enfonça dans une dette de $10 000. Encore une fois, Dorothea avait tenté de repartir à zéro. Mais derrière chaque nouveau départ, elle laissait une trace d'incohérence, d'illusion et d'histoires impossibles à vérifier. Durant cette période agitée, Dorothea avait tenté de divorcer de Robert, mais celui-ci s'était enfui au Mexique, retardant la procédure jusqu'en 1973. 2 ans plus tard, elle avait demandé une ordonnance restrictive. Bien qu'elle ne l'ait jamais revu, elle avait continué à utiliser son nom, Dorothea Puente. À cette époque, elle dirigeait déjà une pension à Sacramento. En 1976, elle avait épousé Pedro Ángel Montalvo, un résident de 52 ans. Leur union fut brève, car Pedro affirmait que Dorothea exigeait des bas neufs chaque jour et agissait comme s'il vivait dans le luxe. En 1978, elle avait été condamnée pour avoir falsifié 34 chèques volés à ses pensionnaires. Elle fut mise en probation pour 5 ans et contrainte de suivre une thérapie. Le psychiatre la déclara schizophrène avec une forte instabilité émotionnelle. Mais c'est un événement de 1982 qui attira vraiment l'attention. Cette année-là, Ruth Monroe, 61 ans, mourut d'une overdose de médicaments, dont du Tylenol avec codéine. Bien qu'elle souffrit d'une maladie en phase terminale, les circonstances restaient floues. Les 2 femmes s'étaient associées pour ouvrir un snack bar, ce qui rendait la situation plus étrange encore. Le décès fut classé comme naturel, et Dorothea ne fut pas inquiétée. Pourtant, à peine 1 mois plus tard, elle fut arrêtée pour avoir drogué 4 personnes âgées et leur avoir volé des biens. Une victime raconta avoir vu Dorothea fouiller dans ses affaires alors qu'elle était affaiblie. Condamnée à 5 ans, elle fut incarcérée à Frontera, un centre pour femmes en Californie. Elle en sortit en 1985, à condition de ne plus côtoyer de personnes âgées ni gérer d'argent à leur nom. Mais elle ne tarda pas à rentrer en contact avec Everson Gilmarth, un homme de 77 ans vivant dans l'Oregon. Il s'installa dans sa pension avant de disparaître. Chaque événement révélait un même schéma. Sous une façade rassurante, Dorothea suivait un plan précis, froid et méthodique. La famille d'Everson Gilmarth ne s'était pas alarmée de son absence. Dorothea écrivait à sa place depuis des mois, entretenant l'illusion. Ce n'est qu'après la découverte des corps enterrés que la vérité éclata. À Sacramento, les services sociaux ignoraient son passé judiciaire. Ils continuaient à lui confier des personnes âgées sans enquête approfondie. Ses condamnations pour vol ou usage abusif de médicaments n'avaient jamais été pris en compte. Pour beaucoup, elle était une vieille dame généreuse qui organisait des réunions pour alcooliques anonymes et aidait à obtenir des aides sociales. Physiquement, elle n'inspirait aucune crainte. Élégante, lunettes épaisses, cheveux gris toujours bien coiffés, elle était devenue une figure appréciée de la communauté hispanique locale, soutenant des œuvres caricatives, des bourses d'études et même des programmes de radio. Un ancien assistant social révéla que 19 personnes âgées avaient été placées sous sa garde. Sa pension était perçue comme l'un des meilleurs établissements disponibles. D'autres membres du personnel soulignaient qu'elle acceptait les cas les plus complexes, notamment ceux qui souffraient d'addiction ou de troubles du comportement. Mais l'assistante sociale Peggy Nickerson avait décidé de ne plus y envoyer personne après l'avoir vu maltraiter un résident. Plus tard, elle apprit avec horreur qu'au moins 4 de ses anciens protégés figuraient parmi les corps retrouvés. L'indignation fut générale. L'idée que des personnes vulnérables aient été confiées à une femme aussi dangereuse montrait une faille immense dans le système. Un rapport indépendant du comté critiqua sévèrement les services sociaux et la police, ainsi qu'une dizaine d'autres organismes impliqués. Le contraste entre l'image que projetait Dorothea et l'horreur révélée avait plongé la ville dans la stupeur. Cette affaire s'imposa rapidement comme l'une des plus marquantes de l'histoire criminelle de la Californie. L'enquête avait aussi révélé une négligence troublante de la part des autorités. On découvrit que des agents de probation avaient rendu visite à Dorothea à 15 reprises en 2 ans, sans jamais noter qu'elle gérait une pension pour personnes âgées, ce qui pourtant violait les conditions de sa liberté surveillée. Pendant ce temps, plusieurs voisins savaient pertinemment que quelque chose clochait dans cette maison. Ce n'est qu'après la découverte des premiers corps que les manquements des institutions devinrent flagrants. L'affaire provoquait une vague de colère dans la population, aggravée par la fuite de Dorothea qui ajoutait une tension encore plus lourde à l'ensemble. Dès que sa véritable identité fut confirmée, la traque s'intensifia. Les enquêteurs savaient qu'elle était maligne, capable de disparaître dès qu'une opportunité se présentait, surtout avec les moyens financiers dont elle disposait. C'était le début d'une chasse sans relâche, une traque nourrie autant par l'ampleur des crimes que par la stupeur face à cette femme, capable d'aller si loin tout en faisant semblant d'être respectable et irréprochable.
Quelques jours après la fuite de Dorothea Puente, alors que le public découvrait peu à peu son véritable visage, sa cachette fut enfin localisée. L'alerte vint d'un menuisier à la retraite, Charles Wilk, 59 ans. Il buvait une bière dans une taverne du centre de Los Angeles, le Monte Carlo, lorsqu'une femme élégante s'est assise près de lui. Elle portait un long manteau rouge vif. Elle commanda une vodka orange et se présenta sous le nom de Donna Johnson, disant venir de Sacramento. D'un ton mélancolique, elle expliqua qu'elle avait récemment perdu son mari et qu'elle espérait recommencer une nouvelle vie à Los Angeles. Pour Charles, elle ressemblait à une veuve aisée, en quête de réconfort. Elle se plaignait d'un taxi qui aurait volé ses valises et de chaussures trop abîmées pour marcher. Touché, Charles fit réparer ses chaussures. À son retour, elle lui posait une question déroutante. Combien il recevait de la sécurité sociale? Il répondit 576 $. Elle proposa aussitôt qu'ils vivent ensemble, affirmant savoir cuisiner et aimer la compagnie. Charles trouva la proposition rapide et il déclina poliment. Ils allèrent dîner dans un petit restaurant, passèrent quelques heures ensemble, puis se quittèrent en promettant de faire des courses le lendemain. De retour chez lui, Charles alluma la télévision. Et c'est là qu'il vit un reportage sur les cadavres retrouvés dans une pension à Sacramento. Le visage diffusé ressemblait exactement à celui de Donna. À cet instant, il comprit qu'il venait de passer la journée avec l'une des fugitives les plus recherchées du pays. Ne sachant que faire, Charles contacta une chaîne de télévision locale. Après avoir entendu son récit, celle-ci alerta aussitôt la police. En interview, il déclara qu'il se sentait soulagé de ne pas s'être laissé embarquer davantage. La police de Los Angeles localisa rapidement le Royal Viking Motel et procéda à l'arrestation. Durant le vol vers Sacramento entouré d'agents, Dorothea nia toute implication. Même en étant confrontée au retrait bancaire au nom des victimes, elle se contenta de dire qu'elle avait été un jour une bonne personne. En novembre 1988, les enquêteurs l'interrogèrent longuement, espérant une confession. Malgré les éléments présentés, elle n'avoua rien. Le mois suivant, un corps retrouvé 2 ans plus tôt dans le fleuve Sacramento fut formellement identifié. Celui d'Everson Gilmouth, 77 ans. Il se trouvait dans une caisse en bois contreplaqué, entouré de sacs plastiques, d'un drap scellé avec du ruban et de produits d'entretien. On apprit qu'Everson avait vécu dans la pension de Dorothea. Elle avait payé Ismael Carrasco Flores, un homme à tout faire, pour fabriquer la caisse dans laquelle elle l'avait mis. En échange, elle lui remit 800 $ et la voiture d'Everson. Flores affirma n'avoir jamais su ce que contenait la caisse, ni d'où venait le véhicule. Peu après, Dorothea lui demanda de se débarrasser de la caisse scellée. Sans poser de questions, il la transporta jusqu'à une zone isolée et la jeta dans le fleuve. Le parquet accepta de ne pas l'inculper à condition qu'il témoigne. Grâce à ces révélations, les enquêteurs établirent un lien direct entre Dorothea et la mort d'Everson. Une pièce maîtresse pour le procureur lors du procès à venir. Le 31 mars 1989, Dorothea Puente comparut enfin devant le tribunal municipal de Sacramento. En robe bleue et collier de perles, elle plaida froidement non coupable aux 9 chefs d'accusation pour meurtre. Le procès était désormais inévitable, et le ministère public comptait requérir la peine maximale. Il fallut pourtant encore 4 ans pour rassembler et analyser toutes les preuves. Initialement prévu pour février 1993, le procès fut déplacé à Monterey en raison de la médiatisation intense à Sacramento. Le procureur John O'Mara décrivit Dorothea comme une femme ambitieuse, qui aurait tué ses pensionnaires pour toucher leur allocation. Selon lui, elle ciblait des personnes seules, sans proches, dont l'absence passerait inaperçue. La défense, menée par Peter Vlotin et Kevin Climo, soutenait que les décès étaient naturels. Les avocats affirmaient qu'elle évitait de prévenir les secours par peur de violer sa probation. Il la présentait comme une femme charitable, hébergeant des personnes rejetées par la société. Oui, elle utilisait l'argent de ses locataires, mais cela ne faisait pas d'elle une meurtrière. Peu à peu, le parquet démantela cette version grâce à des témoignages et des preuves tangibles. Parmi les témoins figurait Ismael Carrasco Flores, l'homme à tout faire qui avait construit la caisse contenant le corps d'Everson Gilmouth. En tout, 153 témoins furent appelés. Plus de 3100 pièces à conviction furent présentées, dont une maquette de la pension victorienne pour replacer les faits dans leur contexte. Des photos des victimes, avant et après leur disparition, furent également projetées. Un impact émotionnel fort destiné à rappeler la gravité des pertes. Avec autant d'éléments, le procès dépassait le simple cadre judiciaire. Il opposait 2 images irréconciliables, celle d'une dame attentionnée et celle d'une manipulatrice qui dissimulait ses crimes sous une apparence bienveillante.
Les jurés suivaient les audiences avec attention, tandis que Dorothea Puente restait impassible, sans laisser filtrer la moindre émotion. Elle avait l'allure d'une grand-mère discrète, toujours en robe fleurie et soigneusement coiffée. Malgré les épreuves, le ministère public faisait face à une difficulté majeure. Il n'avait pas pu établir clairement la cause des décès. Les analyses toxicologiques montraient la présence de médicaments puissants, mais jamais à dose létale de façon isolée. Un expert expliqua toutefois que ces substances combinées à l'alcool ou entre elles pouvaient être mortelles, surtout chez des personnes âgées. Le médecin de Dorothy Miller déclara que Dorothea avait tenté d'utiliser sa carte d'identité pour obtenir une ordonnance, ce que la pharmacie avait refusé. D'autres témoins affirmèrent qu'elle distribuait fréquemment des médicaments sans raison médicale. Carol Durning raconta que James Gallop lui avait dit recevoir des pilules qui l'endormaient pendant des heures. Un employé social indiqua qu'Alvaro Montoya s'était aussi plaint d'un médicament au goût amer donné par Dorothea. Ce même employé ajouta l'avoir confrontée, ce qui avait provoqué sa colère. Elle avait menacé de retirer Alvaro du centre si les critiques continuaient. Un autre point crucial, la falsification de chèques. Un expert en graphologie confirma que Dorothea avait imité la signature de 7 pensionnaires décédés sur environ 60 chèques d'aide fédérale, pour un total proche de $5 000, sans ajout de chef d'accusation supplémentaire pour ne pas distraire le jury. Dans sa plaidoirie finale, Maître Kevin Climo reconnut que sa cliente avait un passé trouble, mais il insistait. Cela ne faisait pas d'elle une criminelle dangereuse. Le procès était devenu un duel entre l'image douce qu'elle renvoyait et les intentions qu'on lui prêtait. Et il appartenait désormais au jury de trancher ce qui au fond définissait vraiment Dorothea Puente. Homer Myers, ancien pensionnaire de la maison de Dorothea Puente, avait vécu 2 ans sur place après l'avoir rencontrée dans un bar. Il raconta qu'elle lui avait demandé de creuser des trous dans le jardin, dont un pour y planter un abricotier. Des années plus tard, il en était venu à croire qu'il avait peut-être sans le savoir creusé des tombes. Selon lui, il n'avait échappé au pire que parce qu'il avait refusé de signer des documents liés à la sécurité sociale. Peu après, Dorothea l'avait mis à la porte. Face à la gravité des accusations, le tribunal avait autorisé une visite des lieux. Le jury s'était rendu dans la maison, avait parcouru le jardin où les corps avaient été retrouvés, visité les bars que fréquentait Dorothea et exploré les petites chambres où certains résidents auraient été drogués. Un juré, Joe Martin, déclara avoir ressenti une ambiance pesante en marchant dans le jardin. Après 1 an de procès, Dorothea fut reconnue coupable des meurtres de Dorothy Miller, Benjamin Fink et Leona Carpenter. Pour 6 chefs d'accusation, dont celui concernant Everson Gilmarth, le jury ne parvint pas à un verdict unanime. Le juge Michael Virga prononça alors un non-lieu. Une décision controversée pour beaucoup. Ils estimaient que les preuves auraient pu suffire à condamner davantage. Malgré cela, la sentence fut ferme. Le 10 décembre 1993 à 64 ans, Dorothea fut condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle fut transférée au Central California Women's Facility, la plus grande prison pour femmes du pays. Pendant toute sa détention, elle n'avoua jamais ses crimes. Elle soutenait que les décès étaient naturels et niait toute responsabilité. Elle s'éteignit le 27 mars 2011 à l'âge de 82 ans, de causes naturelles liées à son âge. Aujourd'hui encore, Dorothea Puente reste l'une des figures les plus importantes du crime aux États-Unis. Bien qu'elle n'ait pas été condamnée pour tous les meurtres, les autorités la tiennent comme la principale responsable. Le nombre de ses victimes est estimé entre 9 et 15, toutes vulnérables et toutes tombées un jour dans le piège de celle que l'on surnomme encore la charmante grand-mère de la mort.